Qu'est-ce que c'est ce bidule-là? C'est dégueulasse. Ça intrigue les enfants, cette larve de triton de la famille des amphibiens, une cousine de la grenouille ou de la salamandre. Équipés d'épuisettes et de récipients pour grossir les insectes, ils partent explorer la mare, un moyen de découvrir un autre monde du vivant. Alors c'est de découvrir les petites bêtes qu'on peut trouver dans l'eau, parce qu'en général les gens s'attendent surtout à des grenouilles et des poissons dans l'eau, mais il y a toute une faune qu'on ne connaît pas. À l'aide d'un aquascope, les jeunes explorateurs peuvent apercevoir des insectes aquatiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Regarde, j'ai une petite bête. Oh, chouette! Tu vois, c'est quoi que ta petite bébête? C'est ça. Ah, on dirait un ditique. Un bon moyen pour les parents de sensibiliser leurs enfants. Avec tout ce qu'on voit et avec tout ce que l'homme fait de mal à la nature, on a de plus en plus... faut sensibiliser les enfants parce que c'est la prochaine génération et il faut leur laisser quelque chose que nous, on n'a pas su faire. Donc toujours en connaître un peu plus, c'est toujours sympa. Puis avec les enfants, c'est super sympa aussi. Non, ça c'est une très bonne initiative. Puis il y a plein d'oiseaux qu'on n'a pas l'habitude non plus de voir, ni en ville, ni dans nos campagnes, c'est sympa. Cela fait 25 ans que l'Écopole du Forêt, cet espace naturel protégé, permet à tout à chacun de découvrir la beauté et la richesse de notre nature. Il y a 25 ans, c'était une friche industrielle, il n'y avait pas un arbre, il y avait nos croupis. Aujourd'hui, c'est devenu une des plus grosses réserves ornithologiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez tous les oiseaux caractéristiques de la plaine du Forêt, les insectes, les papillons, les libellules, j'en passe. Et donc aujourd'hui, 25 ans plus tard, la nature a fait une reconquête pratiquement intégrale de la biodiversité. Depuis sa création, 1 500 000 visiteurs sont venus comprendre les oiseaux et l'ensemble de la biodiversité. L'Écopole veut s'inscrire dans un schéma de transition écologique pour construire une société moderne et durable. Alors quelle sera l'évolution de ce lieu emblématique de notre territoire? Son fondateur veut rester optimiste. On sait que dans les 10 ans qui viennent, les scientifiques l'ont annoncé, vous l'avez vu, tous les oiseaux d'Europe vont disparaître. Si c'est ça, on s'est trompé. Mais j'espère que ça ne se fera pas et que l'Écopole continuera à vivre et à être la petite partie du territoire où on peut voir la biodiversité la plus abondante qu'on peut imaginer. 272 espèces d'oiseaux, 31 espèces de poissons ou encore 339 espèces de coléoptères. Voilà entre autres ce que l'on peut observer tout au long de l'année à l'Écopole du Forêt, ce site naturel qui forme le public au respect et à la connaissance de Dame Nature. Être passionné d'apiculture, cela demande du temps et de l'argent. Ils sont donc nombreux, les apiculteurs amateurs, à trouver des initiatives innovantes pour financer en partie leur dévouement aux abeilles. C'est le cas notamment de Gaëtan et de ses associés qui ont lancé au début de l'année une offre de parrainage de ruches. On a un petit peu regardé ce qui se faisait aujourd'hui. On s'est rendu compte que les entreprises, c'était quelque chose qui pouvait les intéresser aussi. Donc on a mis ça en place et en fait l'idée c'est que les particuliers nous aident à développer cette activité, à la pérenniser en parrainant des ruches et en nous offrant la possibilité en fait, de s'occuper de nouvelles colonies et de produire à la fois du miel pour eux mais à la fois un surplus en plus de production un petit peu pour nous en plus à commercialiser. Si aujourd'hui près d'une 50aine de ruches sont donc déjà adoptées par des entreprises comme par des particuliers, cette forme de mécénat séduit de plus en plus. Une tendance qui donne donc de nombreuses idées à la jeune société qui compte bien tirer parti de la région et de tous ces événements. On s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose pour le Tour de France parce que ça amène, comme j'ai dit, pas mal de gens, pas mal de personnes. Et oui, c'est une réelle opportunité pour nous de faire connaître notre activité. Surtout qu'on n'a pas, on ne peut pas présenter à tout le monde ça via un site internet ou via des photos. C'est vrai que de le voir en vrai, voir les abeilles dans une ruchette vitrée, c'est quand même, ça attire l'œil, puis c'est super intéressant. Une communication mais aussi une sensibilisation nécessaire pour permettre à l'abeille de subsister et à l'apiculteur de continuer à exercer sa passion. Donc là on va regarder comment l'essaim s'est développé.
Et là on se rend compte qu'il s'est très bien développé puisqu'il a même pris l'initiative en fait de construire un cadre tout seul comme un grand en fait, à côté des cadres officiels. Il faut donc clairement lui ajouter 2 cadres en fait, pour qu'elle puisse continuer à évoluer. En effet, chaque cadre équipé d'une couche de cire coûte environ une 50aine d'euros. Avec 10 cadres par ruche, sur près d'une centaine de ruches, les frais sont nombreux, mais pas assez pour arrêter ces amoureux du miel de s'occuper de leurs animaux de compagnie pas comme les autres. À 23 ans, Vincent est un aventurier. Ce jeune Auvergnat s'est donné une mission, parcourir le monde en autostop, une passion qui a commencé en 2016. Ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an. Je me suis dit je vais partir voir la Tour de Pise en autostop pour essayer comme ça. Donc je suis parti comme ça avec mon sac à dos et puis 50 € en poche. Et puis ça a bien marché sur 5 jours, j'avais 5 jours de week-end, ça s'est super bien passé. Donc j'ai décidé ensuite de pousser le vice un peu plus loin, de me dire bon je vais aller voir des aurores boréales en stop cette fois-ci, mais je prends pas d'argent. S'en suivra un périple de 14 jours pour rejoindre le pôle Nord, uniquement en autostop. Bienvenue en Laponie! Construction improvisée d'igloo pour passer la nuit, repas chez l'habitant, une expérience exceptionnelle qu'il raconte au jour le jour en vidéo sur sa page Facebook. Ok, j'ai encore jamais fait ça, je vais essayer de faire du chasse-neige stop. Mais cet été, c'est sur l'océan que l'aventure va continuer pour Vincent, avec une pratique peu commune, le bateau stop. Pendant 35 jours, il va traverser l'Atlantique. Du jour au lendemain, j'ai embarqué et je suis parti. C'était un rêve et puis un objectif aussi, puisque ensuite derrière j'ai tout un projet. Donc ce que je voulais me faire, c'était de l'expérience déjà à traverser les océans pour ensuite, pendant mon tour du monde en bateau stop et en autostop, trouver plus facilement. Oh putain! Mon spectacle de dauphin, il est là! À deux, ils vont emmener ce catamaran flambant neuf à son client américain. Une traversée qui va leur réserver quelques surprises. Alors je garde à l'esprit dans le triangle des Bermudes, avant d'arriver aux États-Unis, on est passé juste au-dessus du cyclone Irma qui a pas mal fait de dégâts. Donc on avait beaucoup de vagues et pendant un moment le capitaine est parti se reposer. Il m'a juste dit tu prends les vagues de face et dès que tu es en haut tu mets un grand coup de barre et puis voilà, parce que si tu les prends mal on risque de les mater. Et puis il est parti se coucher. Donc bon, j'étais pas très serein, mais en même temps bon, j'adore tout ce qui est extrême et tout, donc je prenais vraiment mon pied à piloter le bateau dans ces conditions. Une nuit donc, où il n'y avait pas de mer, pas de vent ni rien, il y avait le plancton fluorescent qui éclairait toute la coque du bateau. Donc dès qu'on rentre en contact avec le plancton, il s'illumine en fait. Donc tout le bateau était éclairé et puis toute la trace derrière, et puis ensuite on avait la voie lactée au-dessus et tout. Ça faisait comme si on était au milieu du système solaire, quoi. C'était juste magnifique. Et bien voilà, après 35 jours de navigation, nous voilà arrivés dans la marina de Annapolis, dans le Maryland. En attendant son tour du monde, Vincent ne manque pas de projets en bateau stop, autostop ou même en calèche. Prochaine aventure, l'ascension du Mont Blanc et un périple en Amérique du Sud, toujours au départ de l'Auvergne. Retour sur la 23e édition de la Gay Pride qui s'est déroulée samedi à Lyon. Elle a réuni plus de 20 000 participants avec pour la première fois un passage dans le Vieux-Lyon. La présence ici de certains groupuscules d'extrême droite avait dans le passé conduit les autorités à en interdire l'accès à la Gay Pride. C'est une victoire pour la liberté et pour la citoyenneté aussi. Il ne doit pas y avoir de zone de non-droit à Lyon. On est très content après toutes ces années de pouvoir enfin passer dans le Vieux-Lyon. C'est important que toute la ville nous voie et toute la ville nous accepte tels que nous sommes. Et parmi les revendications principales de cette marche des fiertés, l'accès à la procréation médicale assistée pour toutes. C'est la PMA pour toutes, puisque c'était quelque chose qu'avait promis Macron lors de dans sa campagne et qui aujourd'hui semble s'éloigner au fur et à mesure que toutes ces promesses, soi-disant plus ou moins de gauche, disparaissent. Et en fait, aujourd'hui, on n'a aucune garantie que la PMA pour toutes sera vraiment obtenue s'il n'y a pas du monde qui se mobilise. Un défilé sans incident particulier, si ce n'est quelques jets de peinture par des éléments extérieurs au cortège sur la façade de l'Hôtel-Dieu. Un assaillant abattu et des corps qui jonchent le sol, pris en charge par des secouristes. Le résultat d'une attaque menée par 2 kamikazes lors d'un concert au Pont de Clé. Il a une hémorragie.
Le scénario de cet exercice de sauvetage de grande ampleur est précis, glaçant. 6 organisations ont collaboré pour ce dispositif inédit, appuyé par la gendarmerie. Là, tout à l'heure, vous avez vu, lors d'exercices, en fait, il y avait encore des personnes à l'intérieur qui étaient potentiellement dangereuses pour les gens dans l'environnement. Donc, en fait, nous, notre mission, c'est de sécuriser les lieux, neutraliser l'adversaire à partir du moment où il constitue une menace potentielle, pour pouvoir sécuriser les lieux, mais également sécuriser l'arrivée des secours qui sont intervenus assez rapidement, vous l'avez vu. Dès lors, il faut agir vite. Les secouristes se précipitent auprès des victimes pour établir un bilan rapide. J'ai serré. Nous avons au secours à peu près 4 victimes, dont une en cours de fonctionnement. À l'extérieur, un poste de commandement dirige les opérations. Ok, reçu, encore 5 victimes. Et qu'est-ce que tu as le personnel pour les évacuer entre toutes les équipes? Et il faut se coordonner. Quand il y a l'attentat qui intervient, ils ont pour ordre d'évacuer de toute manière, de ne pas se mettre en danger. Donc ils évacuent. Une fois que la zone est sécurisée, ils reviennent sur le terrain. Une fois que les forces de l'ordre m'ont donné l'autorisation. Et à partir de là, il va avoir ce qu'on appelle le tri, tout simplement, avec des bracelets de plusieurs couleurs. Donc ils vont faire le tour de l'ensemble des victimes assez rapidement pour pouvoir trier les victimes par priorité. Un hôpital de fortune accueille ceux qui peuvent être pris en charge sur place. Les autres sont évacués en ambulance vers les hôpitaux les plus proches, sous escorte de la gendarmerie. Un dispositif d'envergure pour cibler les points à améliorer. La théorie est toujours très bien écrite, les procédures, mais on sait très bien que le terrain, la réalité humaine, les interactions, rend les choses forcément toujours un peu différentes que la théorie. Les différentes associations de secours ont d'ores et déjà prévu de renouveler l'exercice dans les prochains mois.